Chère Chantal, vous êtes philosophe, romancière éditorialiste, professeure de philosophie politique à l'Université de Paris-Est et membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est très émouvant pour moi de me retrouver ici ce soir, bien entendu. Je voudrais simplement dire à vous, à votre génération, écoutez, on a fait, je crois qu'on a fait ce qu'on a pu, beaucoup d'erreurs aussi. Vous allez assumer le château avec les dettes de notre génération, qui a un certain nombre de défauts, mais vous savez qu'on sera toujours là pour vous aider, sans vous donner de conseils, parce que si on vous donne des conseils, vous ne ferez jamais rien. Donc, je pense qu'on vous laissera tranquille, mais on vous aidera quand vous nous demanderez. Donc, je vous souhaite bon vent. Et je pense que mes amis qui sont là dans la pièce, je pense, seront, j'espère, d'accord avec moi pour dire cela. Alors, vous m'avez donné un sujet, vous m'avez donné 3 quarts d'heure, donc je vais essayer de m'y tenir, hein, parce que le sujet, inutile de vous dire que c'est quand même assez vaste. Alors, vous vous êtes rendu compte d'abord, est-ce que tout le monde entend là, oui ? Beaucoup de gens pensent que les catégories de droite et de gauche, c'est fini. Et que ça n'a plus vraiment de sens. Je ne pense pas. Je voudrais vous parler non pas de l'historique de la gauche et de la droite, parce que d'abord, ce n'est pas mon boulot, je ne connais pas assez bien ça. À quel moment ça s'est apparu, etc. Mais plutôt du point de vue philosophique, pour essayer de vous montrer que ce sont des catégories qui sont, je crois, essentielles. On peut les appeler autrement, bien sûr. Mais telles qu'elles apparaissent dans la philosophie et surtout dans l'anthropologie, parce que c'est une question anthropologique, eh bien, je crois qu'elles sont essentielles. Alors, il faut noter aussi, mais ça, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, qu'il y a une bibliographie absolument immense sur la gauche, le destin de la gauche, les problèmes de la gauche, les maladies de la gauche, etc. Mais il y a très peu de choses sur la droite. Pourquoi ? Parce que la droite, pendant 50 ans, après-guerre, a été identifiée au pétainisme, et par conséquent, finalement, c'est plutôt un gros mot qu'autre chose. Si on cherche des bouquins sur la droite, on en trouve très peu. Je pourrais, là, comme ça, de mémoire, j'en ai 2 dans la tête, mais finalement, pas plus, sauf des bouquins d'historiens, vraiment, mais des essais, il y en a très peu. D'où effectivement, l'intérêt. Et je commencerai... Là, j'ai l'impression que ça ne marche plus. Si, ça marche. Je commencerai par l'affirmation anthropologique qui me paraît principale. Ça commence par une définition d'un certain Léo Moulin. Léo Moulin est un Belge qui est décédé il y a peu de temps et qui avait été à l'origine de la construction européenne et notamment la création du collège de Bruges. Il avait écrit un ouvrage qui s'appelait « La gauche, la droite et le péché originel ». C'est amusant comme... C'était un historien, Léo Moulin, agnostique d'ailleurs, et qui était finalement tombé dans le bénitier et qui était devenu spécialiste des monastères, en même temps spécialiste d'ailleurs de cuisine, peu importe. Alors, le péché originel, c'est très important. Ça signifie que la gauche ne croit pas au péché originel. Et évidemment, ça change tout parce que la droite, elle pense que l'homme entretient le mal et le bien ensemble, dans sa fibre, dans sa nature. Et au départ, la droite parle de nature. On va le voir tout à l'heure, je ne suis pas sûre qu'il faille encore en parler, mais bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la droite pense qu'il faut, par exemple, jamais avoir une mesure politique, organiser des mesures politiques sans penser à ces perversions possibles, parce que le mal est toujours là, ou c'est encore, être à droite, c'est encore penser, par exemple, que le pouvoir rend fou. Le pouvoir absolu rend fou absolument, comme vous savez, etc. Là, ça ne marche pas très bien, je crois. Il y a eu un philosophe dont Léo Moulin parle beaucoup, en fait plutôt à la fois un moine et un philosophe, qui s'appelait Pélage, du 5e siècle, après Jésus-Christ, qui pensait que le libre arbitre de l'homme pouvait effacer le péché originel. C'est-à-dire que si on le voulait vraiment très fort, et si on faisait tout pour ça, on parviendrait à effacer le péché originel. Ça signifiait que la faute originelle n'était plus une fatalité. Eh bien, c'est ce que pense la gauche au départ, et c'est ce que ne pense pas la droite. À cet égard,
la gauche, et Léo Moulin l'avait bien vu, et je vous en parle parce que je pense que si vous voulez lire un livre là-dessus, c'est très intéressant de se procurer ce petit bouquin de Léo Moulin, qui je pense est toujours trouvable grâce à Amazon. La gauche, à la suite de Pélage, devient rousseauiste, puis marxiste. Marx doit beaucoup à Rousseau. Et que fait Rousseau? Là, je regrette de ne pas avoir un tableau, parce que ça marche très bien avec le tableau. Nous croyons à droite, parce que je pense qu'ici tout le monde est à droite, enfin, bon, peut-être que c'est pas vrai, mais enfin bon, on m'invite pour ça, donc voilà, je suis tranquille. Nous pensons que le péché, le mal est au début, donc il nous suit tout le temps, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme, si vous voulez, si c'était dans notre fibre, c'est comme si c'était tissé dans notre fibre, c'est ça le péché originel. Tandis que quelqu'un comme Rousseau, d'ailleurs à la suite de Pélage au fond, c'est quelqu'un qui dit non, au départ l'homme est bon, les hommes sont bons. Il décrit d'ailleurs les hommes anciens un peu comme des ravis de village, vous voyez, qui sont toujours contents de tout et qui ne font jamais de faute. Et à un moment donné, le mal arrive, comme une sorte de coup d'épée dans l'histoire. Alors, pourquoi ça arrive? Comment ça arrive? On n'en sait rien. Et à partir de là, le mal est là. Et qu'est-ce que ça veut dire, le fait que le mal arrive soudain coup? Ça veut dire qu'on peut le faire disparaître. S'il est historique. Si l'histoire peut l'amener, l'histoire peut l'enlever. Vous comprenez? Donc, à partir de là, tout change. Les hommes ne sont plus les mêmes si on pense que le mal est historique et si on pense que le mal est à la racine. Toute la différence, en fait, entre la droite et la gauche, au départ, elle est là. Alors, c'est ainsi que nous avons tendance à penser que l'homme est à la fois égoïste et solidaire, narcissique et généreux. Nous avons tendance à penser que s'il n'a pas de propriété privée, il devient indifférent et passif et il fait n'importe quoi. Et en effet, on s'aperçoit quand même que nous n'avons pas complètement tort. C'est pour ça qu'il y a des changements dont je vais vous parler après. On s'aperçoit que le profit privé a été capable quand même de fournir à tous, ou en tout cas à presque tous, une vie plus décente à partir du moment où on a pris en compte les intérêts individuels. Ce que d'ailleurs les socialistes ne pardonnent pas au libéralisme. Ils se demandent toujours comment la démocratie de marché, entre guillemets, a pu servir le bien commun en partant d'intentions si douteuses, parce que nos intentions sont forcément douteuses, alors que le socialisme réel, qui était nourri d'intentions si pures, a fabriqué partout du malheur à la chaîne. Ça, c'est effectivement une question importante que se posent les socialistes. Mais enfin, je ne vais pas commencer à polémiquer tout de suite. Alors, à partir du moment où nous pensons que la nature, entre guillemets toujours, est imprégnée par le mal, et tandis que la gauche voit l'homme comme une créature indéterminée, vous voyez à quel point les manières de voir sont changeantes. C'est ainsi que l'on comprend, par exemple, toute la thèse de Sartre, l'homme qui se crée lui-même, sur les traces évidemment de Pic de la Mirandole, mais je ne vais pas faire ici un cours d'histoire des idées parce que ça m'amènerait trop loin. La gauche pense au contraire de nous qu'il n'y a pas de nature, que l'homme est un homme nouveau, ce qui est d'ailleurs une notion évangélique qui a été récupérée par la gauche et pervertie, entre autres. Cette notion de l'homme nouveau, elle vient de Tchernyshevski, qui est le maître de Lénine. Et donc c'est une notion à la fois marxiste et nihiliste, ce qui est évidemment pas pareil, mais bon, peu importe. Alors, la gauche et la droite, d'un point de vue contemporain, là je parle plus de la modernité, mais de la deuxième modernité, va se repositionner autour d'un clivage plus proche. Disons qu'elles se repositionnent toutes les deux d'une façon plus modérée. Personne ne croit plus, enfin je pense, personne ne croit plus en une nature, entre guillemets, complètement immuable, sauf peut-être quelques-uns, je ne sais pas. Personne ne croit plus en la tabula rasa, c'est-à-dire la table rase sur laquelle il faut tout reconstruire. À part peut-être quelques Français, puisque comme vous savez, le dernier léniniste au monde est un Français. Je ne sais pas qui c'est, mais peut-être c'est Alain Badiou, quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus de léninistes ailleurs, pratiquement, peut-être en Corée du Nord. Et encore. Donc, la question, elle devient un peu différente. C'est plus exactement la nature, d'une part, et la tabula rasa, ce qui crée évidemment des guerres
absolument énorme, mais ça devient jusqu'où pouvons-nous alléger l'homme de son fardeau terrestre, c'est-à-dire jusqu'où fait-il avancer, sans le faire déchoir de son humanité, parce qu'il ne s'agit pas, évidemment, pour l'avoir fait progresser, de briser ce qu'il est. Par exemple, nous pouvons tout, hein. Nous pouvons tout, tout est possible à la science, tout est possible à la folie humaine. Par exemple, nous pouvons transformer un homme en femme, ou le contraire. Nous pouvons fabriquer des clones, nous le pourrions. Le problème, c'est que, et ça nous le savons, nous ne pouvons pas tout faire impunément. C'est-à-dire que quand nous faisons un certain nombre de choses de ce genre, eh bien, il nous encuit. Donc toute la question, c'est le terme impunément. Qu'est-ce que c'est impunément? Jusqu'où on peut aller? Les opinions divergent. Et finalement, la droite et la gauche sont là. Où sont les limites? Toute la question, par exemple, la question du mariage gay, c'est ça en ce moment. La question des limites. Faut-il avancer le plus loin possible jusqu'à ce que les limites se dévoilent à nos yeux à travers les excès des conséquences? Ça peut aller très loin. Ou bien est-ce qu'il faut avancer à petits pas afin d'éviter les excès? Autrement dit, jusqu'où Prométhée peut-il aller? Alors pour répondre à cette question, la gauche va avoir tendance à tenter des expériences, quitte d'ailleurs peut-être à reculer, parce qu'elle est parfaitement capable de reculer, tandis que la droite aura tendance à refuser d'emblée certaines expériences en se fondant sur une idée qu'elle porte de la condition humaine. C'est ainsi que l'opinion que j'ai sur la question ayant un peu évolué, ce qui est, je l'espère, est tout à fait normal au cours du temps, il me semble que la question de la droite et de la gauche est davantage aujourd'hui la question de l'enracinement et de l'émancipation. Ce qui revient finalement au même. Et je pense que c'est une question, alors la droite et la gauche, c'est une question qui est profonde, qui est essentielle, mais qui est européenne. Pourquoi est-ce qu'elle est européenne? Parce que c'est en Europe que le temps est fléché. Ailleurs qu'en Europe, le temps est circulaire. Il roule sur son aire, il revient à l'état hanté, même si ce sont des ressorts qui montent, peu importe, enfin, on pourrait fabriquer toutes sortes d'images. L'idée du progrès, elle est européenne. Ça ne veut pas dire que d'autres continents ne récupèrent pas cette idée pour en faire autre chose, pour en faire quelque chose. Mais c'est quand même, au départ, une idée qui est européenne et qui, au fond, vient du christianisme. Parce que les Grecs, d'avant le christianisme, n'avaient pas d'idée du progrès. Ils avaient une idée du temps circulaire, exactement comme les autres civilisations. Autrement dit, notre culture, c'est la culture de Prométhée, Faust, Frankenstein. Ça, c'est l'idée du progrès, avec tous ses excès et avec aussi tous ces avantages. Nous ne trouvons pas ça en Asie. C'est ainsi que nous avons, par exemple, aujourd'hui, ici, une théologie de l'espérance. On ne pourrait pas avoir une théologie de l'espérance si on n'avait pas l'idée du progrès. Ainsi, je pense qu'on peut reprendre cette idée de droite et de gauche à partir de l'enracinement et de l'émancipation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distinction? L'enracinement traduit la situation de l'homme de toujours. L'homme de toujours sous toutes les latitudes. Cet homme, il est lié à sa terre natale, il est lié à ses coutumes, il tire du passé la source de son avenir, ça c'est fatal, et en général, de génération en génération, il reproduit, évidemment avec des changements, heureusement d'ailleurs, il reproduit quand même ce qu'il a vu faire à ses ancêtres. Il s'identifie à ses territoires, il s'identifie à une culture, il honore les gens qui le précèdent, ou il essaye, à moins de le faire. Il estime qu'il est rattaché à ceux qui le précèdent par une dette impayable. Pas seulement une dette impayable. Et il vit dans ce qu'on appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'il tire sa loi de l'extérieur. C'est pas lui qui crée sa loi, il la trouve ailleurs. Il a conservé l'idéal du héros, c'est-à-dire qu'il cherche le sacrifice, éventuellement et la grandeur. Il appartient à un groupe et il connaît son groupe. Il le sert ou il le gouverne. Mais il n'aime pas l'autre, l'étranger et sa culture, et parfois même, il le déteste. Son monde est assez fermé. C'est le peuple des montagnes, le peuple de l'enracinement.
Dans les pays où il y a de la mer et de la montagne, par exemple la Colombie, vous voyez clairement que les peuples qui sont au milieu, qui sont dans les montagnes, sont des peuples de l'enracinement. Et au contraire, les peuples de la mer sont les peuples de l'émancipation. Donc la liberté de l'homme de l'enracinement est une liberté située. Elle n'existe que dans le temps et dans l'espace. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est arrimée au temps et à l'espace. Tandis que l'émancipation, à l'inverse, traduit un monde nouveau de l'homme qui est détaché de ses racines, à la fois temporelles et aussi géographiques, spatiales. Il est aussi, d'une certaine manière, séparé de ses obligations communautaires. Il est délivré des hiérarchies, parce que les hiérarchies nous tiennent dans le monde de l'enracinement, nous tiennent dans un orbite étroit. Hiérarchie des parents, des grands-parents, du village, etc. C'est un homme qui s'identifie à lui-même. On se demande comment ça marche, mais d'une certaine manière, ça marche. Il invente son propre destin et il essaye de ne pas trop invoquer ce qu'on appelle les exemples, les exemples, parce qu'il les considère comme des prisons. Qu'est-ce que l'homme de l'émancipation? Alors, l'homme de l'enracinement, c'est Jean, fils de Jean. L'homme de l'émancipation, c'est Jean qui a construit ce pont. Vous voyez la différence? Je m'institue Jean, fils de Jean, ça veut dire que je me reconnais par mes racines. Je suis Jean qui a construit ce pont, je me reconnais par mon œuvre propre. Voilà donc un individu autonome, je ne suis pas en train de dire indépendant, car c'est très différent. Il ne doit sa loi qu'à lui seul. Autonomie, je me donne ma loi à moi-même. Il ne quête pas des modèles de vie, pas forcément en tout cas, parce qu'il pense que les modèles vont la servir. Il vit dans un monde ouvert, il traverse les frontières, il transgresse les limites. D'ailleurs, il ne connaît plus la légitimité des limites. Il est habitué à l'autre, celui qui est différent, d'autant plus facilement qu'il n'a plus d'identité propre à revendiquer, puisque c'est lui qui se crée son identité. Donc, il est habitué à l'autre, mais autrui, ce qui n'est pas pareil, ne lui parle pas comme autrefois. Pourquoi? Parce que les solidarités naturelles se sont distendues. Solidarités naturelles qui existaient dans le monde de l'enracinement. Les liens du respect, les liens de la protection qui existaient dans le monde de l'enracinement se sont distendus. La liberté de l'homme de l'émancipation est une liberté à la limite, sans borne. Je dis bien à la limite. Alors, ce qui est important à signaler, c'est que nous avançons vers l'émancipation. Je veux dire que nous n'avons pas le choix entre avancer vers l'enracinement et avancer vers l'émancipation. Nous avançons vers l'émancipation. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque les partisans, les contradicteurs du mariage pour tous vont voir François Hollande, les gens qui ont organisé la manif par exemple, il leur répond gentiment: oui, bah, écoutez, vous êtes très sympathique. Revenez dans 2 ans, vous aurez changé d'avis de toute façon. C'est-à-dire que ce que vous n'acceptez pas aujourd'hui, vous l'accepterez dans 2 ans. Parce que, effectivement, le monde de l'émancipation est en marche. D'une manière ou d'une autre, on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être content, mais il vaudrait mieux, je pense, il vaut mieux essayer de comprendre cela et de savoir jusqu'où on peut aller. Il faut bien penser que les gens qui aujourd'hui, et j'en suis, n'acceptent pas le dit mariage pour tous, étaient les gens qui disaient il y a 50 ans ou il y a 80 ans, le divorce, jamais. Donc effectivement, c'est peut-être pas une histoire de 2 ans, c'est peut-être parfois une histoire de plus, mais la question est quand même là. Ce qui importe, si vous voulez, c'est le caractère absolument irrésistible de cette transformation, cette avancée vers une forme d'émancipation, cette avancée qui est bien perçue par Tocqueville, par exemple, où on trouve les passages les plus merveilleux à ce sujet, je crois. Disons que dans le passage d'un état à l'autre, il y a une espèce une force à l'œuvre, c'est assez curieux, une force dont on ignore la provenance, dont on ignore la justification, une force qui est anonyme, sans aucun acteur pour en tirer les ficelles. Une force qui va. Quelque chose de comparable finalement à l'esprit de Hegel. C'est bizarre.
D'où le discrédit qui est jeté sur les contours de l'enracinement, évidemment. C'est-à-dire que celui qui se met en travers du chemin de l'émancipation, c'est quelqu'un qui récuse le destin lui-même, qui blesse l'histoire, qui injurie le temps. Et c'est ainsi que la droite est mal vue. Alors, il faut dire aussi que la marche de l'émancipation ne prévoit pas d'apogée, pas de butoir, et elle va, elle va, elle va. On ne sait pas d'ailleurs jusqu'où elle va aller. Elle déploie de plus en plus la liberté personnelle, elle sépare de plus en plus l'individu de ses groupes, elle récuse de plus en plus les formes d'autorité, etc., etc. Et finalement, l'enracinement n'a jamais le beau rôle. Jamais. Parce que l'enracinement ne bénéficie pas du prestige de l'avenir. Disons que c'est un condamné qui est déjà jugé, ou, si vous préférez, il est condamné avant même d'être jugé. Alors, il faut dire que sans émancipation, l'enracinement est une pure stabilité. Il y a des sociétés froides et des sociétés chaudes. Le problème, c'est qu'on pourrait difficilement accepter de rester constamment à l'enracinement. Parce que finalement, c'est nous, je ne dis pas nous les Occidentaux, je dis nous les chrétiens, qui avons inventé le progrès. Alors après, entre nos mains, c'est devenu un pétard, pas mouillé du tout malheureusement. Un pétard qui va trop vite, et néanmoins, c'est quand même nous qui avons inventé ça, donc on n'a pas de raison de le reléguer au placard. S'il n'y avait pas d'émancipation, on n'aurait jamais aboli l'esclavage. Or, je vous rappelle quand même que l'esclavage, contrairement à ce qu'on peut dire, n'a pas été inventé par nous, mais il a été aboli par nous. Exactement au XIXe siècle en Angleterre. Alors, la volonté de supprimer tout enracinement signe la présence d'une émancipation complètement pervertie. Il y a une sorte de débâcle humaine qui accompagne un déracinement trop extrême. On ne peut pas s'en sortir dans le déracinement complet. Ce que je veux dire, au fond, c'est que nous avons besoin des deux. En tant qu'Européens, nous avons besoin de l'émancipation, parce que ça fait partie de notre culture et de notre philosophie et de notre croyance, mais aucun humain ne peut se passer d'enracinement. Il y a des humains, d'ailleurs, qui ne vivent que dans l'enracinement. Vivre seulement dans l'enracinement, ce ne serait pas mortel. On pourrait très bien, les Chinois vivent comme ça, hein, ou ont vécu comme ça jusqu'à peu. Mais vivre seulement dans l'émancipation, ce serait carrément impossible. C'est comme si on vous disait, vous vivez tout le temps sur la mer. L'émancipation, c'est la mer. L'enracinement, c'est la terre. On ne peut pas vivre tout le temps sur la mer, vous vous rendez compte? On ne pourrait pas. Comment pourrait-on faire? Alors, je voudrais juste vous citer un petit point pour vous montrer à quel point l'émancipation toute seule, ça ne peut pas fonctionner. On trouve cela dans les textes de Trotsky, qui est pourtant pas suspect de trop aimer l'enracinement. Il écrit, on peut trouver ça sur le site, sur Google très facilement, un texte qui s'appelle comme ça. Avec la Révolution, la vie est devenue un bivouac. Je ne sais pas si vous avez déjà bivouaqué. Vous êtes accroché à un piton, là j'ai quelques neveux là, qui connaissent ça très bien. Vous êtes accroché à un piton, les pieds dans le vide. Vous avez un peu, peut-être la peur au ventre, je ne sais pas. En tout cas, vous savez très bien que vous ne pouvez pas rester là plus de quelques heures, peut-être une nuit, mais c'est bon. C'est ce qu'on appelle la précarité. Alors, la précarité permanente est quelque chose qui n'est pas possible aux humains. La précarité permanente qui est décrite dans le texte de Trotsky, que vous trouverez facilement sur un site, vous tapez simplement « Avec la Révolution, la vie est devenue un bivouac ». C'est décrit comme la vie d'un humain désarrimé, déjà presque mort, affreusement triste, parce qu'il est attaché seulement d'une façon provisoire. L'enfant deviendra fou. Imaginez un enfant qui change de mère aussi souvent que d'instituteur. Ça ne peut pas marcher naturellement.
Ce système est trop étrange pour pouvoir fonctionner. C'est pas moi qui le dis, c'est Trotsky. Et il souligne, je cite quand même ces mots, parce que sinon vous n'allez pas me croire, vous allez croire que j'ai inventé, que la vie permanente dans le bivouac, je cite, porte le sceau de l'insignifiance. C'est-à-dire que cette vie n'a pas de signification, donc elle n'est rattachée à rien. Avoir une signification, ça veut dire être rattaché à quelqu'un. Le signe. Donc, ça signifie que le déracinement abolit les significations. Or, nous autres humains, nous ne pouvons pas vivre sans les significations. C'est ainsi que Trotsky ajoute la chose suivante, comme très intéressante. Nous sommes là à attendre la maison définitive. Car comme vous savez, les soviets étaient des gens qui avaient tout détruit autour d'eux, mais ils n'avaient pas tout détruit dans l'idée de vivre dans la destruction, mais dans l'idée de trouver enfin la maison définitive. Alors que nous autres, nous savons très bien qu'il n'y a pas de maison définitive pour nous, en tout cas sur cette terre. Si nous sommes croyants, nous y croyons pour après. Mais sur cette terre, non, nous savons que rien n'est vraiment définitif. Et Trotsky, lui, voilà ce qu'il espérait. Et il disait, on peut supporter cette vie de bivouac pour l'instant, mais pas trop longtemps. Nous attendons la maison définitive, qui évidemment n'est jamais arrivée, et c'est comme ça que, patatras, tout est tombé. Alors, je voudrais distinguer ici 2 points à propos justement de la question de l'enracinement et de l'émancipation. La droite croit en l'existence d'une condition humaine, d'une part, et d'une condition culturelle, d'autre part. Ça, c'est un fondement philosophique qui apparaît clairement dans tous les débats sur les questions de société. C'est-à-dire que la droite est dite conservatrice. Alors, il y a un problème de définition entre la droite conservatrice et la droite libérale. Le libéralisme n'était pas spécialement de droite. Ce qui est de droite, à mon avis, mais on peut en discuter après si vous voulez. Et bon, je ne suis jamais persuadée d'avoir tout à fait raison, assurez-vous, ça vaut mieux. Je pense que la droite est conservatrice, mais je m'empresse d'ajouter que si nous cherchons la définition du conservatisme, c'est la suivante, à mon avis: conserver l'avenir. Conserver l'avenir. C'est-à-dire faire en sorte que ce que nous faisons aujourd'hui pourra être continué. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Et ça me paraît très important. Alors en ce qui concerne le premier point, la condition humaine, la droite néoconservatrice, donc appelons-la comme ça, on peut changer le nom, est convaincue que l'homme ne peut pas être, entre guillemets, libéré de ses paradoxes. Alors, quels sont les paradoxes? Il y en a... Je dirais qu'il y en a 8 ou 9, mais je ne vais pas vous faire une liste. Voilà un premier paradoxe qui me paraît essentiel. Le désir d'éternité dans la connaissance même de l'inéluctable de la mort. Ça, c'est un paradoxe. Ou encore, le besoin indéniable de tout au milieu d'un monde fini. Ça, c'est horrible. Ou encore, le désir de liberté absolue alors que l'autorité est tellement nécessaire. Est-ce qu'on peut se passer d'économie? On ne peut pas se passer d'économie. Est-ce qu'on peut s'évader au-delà du bien et du mal? On ne peut pas. Rousseau a essayé, Nietzsche a essayé, chacun dans son genre. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut supprimer la politique? On ne peut pas. Voilà des paradoxes structurants. Qu'est-ce que c'est que des paradoxes structurants? Nous sommes faits par ces paradoxes. Et ils sont l'essence de la condition tragique de l'homme. Nous sommes des créatures en condition tragique. Il n'y a que l'orgueil de l'ange qui puisse nous pousser à vouloir dépasser ces paradoxes. Nous pouvons bien les vivre, nous pouvons les penser, nous ne pouvons pas les dépasser. Il s'agit d'accepter ces paradoxes. C'est parce que la droite croit en l'existence d'une condition humaine qu'elle est plus sensible que la gauche à la dette que nous avons envers la tradition.
Je veux dire que si on parle du principe que, si on parle de la certitude que l'homme n'est pas de la cire molle qu'on remodèle tant qu'on veut, eh bien, il est toujours intéressant de savoir comment nos prédécesseurs se sont tirés des vilaines situations dans lesquelles nous nous trouvons en permanence. Alors, en ce qui concerne maintenant la condition culturelle, il y aurait un certain nombre de points dont on pourrait parler, qui sont assez différentes des premières conditions, parce que les conditions universelles, les conditions naturelles, sont des conditions qui sont importantes pour tous les hommes. Le fait, par exemple, que nous sommes plongés dans des paradoxes. Mais il y a aussi des conditions qui sont culturelles, c'est-à-dire des choses qui nous paraissent essentielles pour nous autres occidentaux. Alors, je vous donne juste un exemple, parce que c'est un exemple complètement actuel. Les individus, les enfants qui grandissent ont besoin d'un père. Ils ont besoin d'un père. Alors, naturellement, je pourrais vous citer à la chaîne 50 bouquins où on vous explique bien que sans père, ça marche vachement bien. Oui, ça marche très très bien dans toutes les cultures sauf la nôtre. C'est-à-dire que, pourquoi avons-nous besoin d'un père, nous? Pourquoi avons-nous besoin d'un père et d'une mère, et pas de 50 pères et 2 mères, 50 mères et un père, 50 pères et 50 mères, etc. Seulement des mères, seulement des pères, seulement une mère. Non, pourquoi avons-nous besoin d'un père et d'une mère? Bien, essentiellement, parce que nous donnons une éducation qui est une éducation de liberté. C'est-à-dire que chez nous, la loi est intégrée à la personne, elle n'est pas extérieure à la personne. Alors, pour intégrer la loi, il faut un père et une mère. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai promis de m'arrêter au bout de 3 quarts d'heure. Mais ça me paraît être une condition culturelle essentielle. Elle est culturelle parce que les Chinois ne raisonnent pas du tout comme ça, même si chez les Han de Chine, il y a un père, mais peu importe, mais il y a aussi plein d'endroits où il n'y a pas de père. Il y a énormément d'endroits dans le monde, essentiellement, où le père n'a aucune importance. Chez nous, il a de l'importance parce que nous sommes une culture de liberté. Et il n'y a pas de liberté si les pères ne sont pas là. Ce serait intéressant, évidemment, de pouvoir développer. Alors, chacun des deux courants, la droite et la gauche, trouve des excès spécifiques. La droite tombe dans le particularisme. La gauche tombe dans l'abstraction. La perversion de la droite, c'est le cynisme. La perversion de la gauche, c'est l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que, au nom de la nature, et nous pensons beaucoup à la nature, à droite, au nom de la nature, l'immoralité s'étale. Forcément. C'est naturel, donc le mal est naturel aussi, etc. Mais au nom de la morale, parce que la gauche parle de la morale tout le temps, la nature se dissimule. Donc, on est hypocrite. La perversion de la droite, c'est une forme de fatalisme. Mais le volontarisme de la gauche confine à l'orgueil de l'ange. L'orgueil du démon, peu importe, c'est pareil. Donc, finalement, il y a des perversions partout. Ce que je dirais, mais j'ai vraiment promis de m'arrêter quand il faut. Je dirais que tout ça est une question d'équilibre et que finalement, il faut à la fois l'émancipation et l'enracinement. Cela dit, je vous dirais pour terminer que personnellement, si j'étais né au 19e, je crois que j'aurais été à gauche. Si j'étais né au moment de l'essentialisme tout-puissant, les essences, je crois bien que j'aurais été à gauche. Et pourquoi est-ce que je suis de droite? Eh bien, je suis de droite parce que je vis dans un pays où on nous fait croire en permanence que tout est possible. Or, je ne crois pas que tout soit possible. Et je crois que si vraiment on s'imagine que tout est possible, on finit par faire n'importe quoi et par tomber dans des excès absolument insupportables. Je pense, cela dit, que ce paradoxe gauche-droite est très structurant, mais qu'il est important dans nos pays occidentaux. Je ne pense pas qu'il soit important en Chine, par exemple, ou en Inde, pas du tout. Il est important à partir du moment où l'on vit dans un espace où le développement humain, le progrès humain, appelons-le comme ça quand même, il n'y a pas de raison, est important. À partir de ce moment-là, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Donc les catégories gauche-droite apparaissent. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, avec, bien sûr, avec modestie, et j'attends vos questions et vos remises en cause, parce que je ne dis pas du tout que c'est le dernier point auquel on pourrait s'arrêter, bien au-delà. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir, en fait, si être de droite, c'est vouloir la liberté, tout en acceptant notre nature d'homme, et si être de droite, c'est refuser un peu si j'ai bien compris, hein, le progressisme un peu superficiel, pourquoi on pourrait ne pas toujours être de droite, en fait? Tout ça est une question de... Ça joue. Il n'y a pas de catégorie figée. Par exemple, ici, notre gauche en France est tellement à gauche que dans un pays comme l'Angleterre, ça n'existe même pas. Enfin, tout est à droite pour nous en Angleterre, ou dans bien d'autres pays d'ailleurs. Vous voyez, donc finalement, tout est une question relative. Donc, bien sûr que la question que tu poses, effectivement, on peut répondre oui, mais tout dépend où tu mets le curseur. Le vrai clivage, c'est la condition humaine. Je dirais peut-être plus la condition que la nature, parce que le mot nature est un mot, bon, on ne sait plus très bien maintenant où ça va. Bon. Donc, disons condition, si tu veux bien. Hein. Donc, accepter la condition humaine. Après, il faut la définir, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'accepter si on ne l'a pas définie? Or, on n'est pas d'accord entre nous pour la définir. Tu vois. Donc, il y a un certain nombre de coupures de presse du début du 19e qui disent jamais une femme pourrait devenir ingénieure, c'est pas dans sa nature. Donc, tu vois, bon, jusqu'où on va aller pour les définitions? Qui va définir? Qui est maître des définitions? Ça, c'est un problème chinois très 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 important, et c'est un problème aussi chez nous. Donc, si tu veux, tout le problème, il est là. On peut donner des principes généraux, mais après, quand il faut en arriver à la précision, on ne sera pas d'accord, donc les curseurs vont bouger. Oui. Merci Chantal. On expliquait toujours que Marx avait tort en disant que l'homme était le produit de l'histoire. C'était l'homme qui faisait l'histoire, même s'il ne connaissait pas l'histoire qu'il fait. Mais dans votre propos, vous avez bien dit qu'il y avait une force au cœur de l'évolution de l'émancipation. Et vous avez mentionné cette force en disant un petit peu comme on peut la retrouver chez Hegel. J'aimerais que vous expliquiez un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette force qui, d'une certaine manière, j'ai senti qu'il y avait une sorte de fatalisme, de déterminisme qui nous emmenait quelque part dans le mur. Vous avez utilisé le mot de force. Hein? Est-ce que vous pouvez creuser cette question-là? Ça nous amènera dans le mur si nous voulons bien. Bon. Mais ça ne va pas forcément nous emmener dans le mur. Alors, d'où vient cette force? Je pense quand même que ceci est propre à la civilisation chrétienne. Le fait que nous sommes un peuple en marche. Nous avançons. Et partons du principe que, il y a eu l'esclavage, mais si on avait Socrate en face de nous, on ne le mettrait pas au procès pour esclavage. Nous avons avancé à cet égard, nous avons compris un certain nombre de choses, nous sommes capables d'avancer, nous sommes capables de nous développer. Et ça, c'est tout à fait dans l'orthodoxie chrétienne. Il y a sûrement des gens ici qui sont bien meilleurs que moi en théologie, mais c'est orthodoxe. Donc nous sommes là pour nous développer. Donc je pense qu'il faut être capable, même quand on est à droite, de croire au progrès, à condition évidemment d'y croire de façon intelligente, mais c'est possible. Le progrès n'est pas un gros mot, même à droite. Voilà. Moi j'avais l'impression qu'actuellement, justement, c'est la gauche qui allait vers le corporatisme, qui est l'excès d'acceptation des particularismes, on peut dire. Et en particulier, pour le mariage pour tous, la gauche est dans le refus de la défense de la société, dans la défense de l'intérêt commun, du bien commun, et qui est une notion en fait essentielle, plus qu'existentielle. Voilà, donc je vois une contradiction. Est-ce que c'est pas plutôt la gauche actuellement qui va dans le particularisme? C'est vrai, oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est que la question, c'est qu'il y a des clivages un peu dans tous les sens. Oui. Et effectivement, on peut trouver à gauche comme à droite d'ailleurs des clivages qui vont aussi bien dans le sens du particularisme que dans le sens de l'universalisme. Et d'une manière générale, quand même si c'est pas vrai dans tous les cas de figure, la gauche pêche plutôt par trop d'universalisme et la droite par trop de particularisme. Ça me paraît, d'ailleurs, ça paraît évident.
ça va aussi avec le... si vous voulez, si vous reprenez cette fameuse phrase qui avait été prononcée par Le Pen, dont on ne peut pas dire qu'il soit à gauche, effectivement, je préfère ma sœur à ma cousine à ma voisine. Ça, c'est typiquement, si vous voulez, une expression du particularisme. Alors évidemment, d'une manière agressive et tout ce qu'on veut, mais c'est ça le particularisme, finalement. Tandis que la gauche, au contraire, va plutôt aimer tout le monde, et finalement, à aimer tout le monde, elle va n'aimer personne. Parce que quand on aime tout le monde, eh ben, on n'est même plus capable de regarder sa voisine, justement. Donc, d'une manière générale, c'est quand même ça. Qu'il y ait des exceptions, ça, bien sûr, je le concède volontiers, vous avez raison. Vous nous avez dit que l'émancipation était quelque part inéluctable. Dans ce cas, n'est-il pas vain d'être de droite? Non, mais elle est inéluctable au sens où il y a une sorte d'avancée, effectivement, qu'on a sous les yeux, d'ailleurs. C'est quelque chose que l'on voit. Alors, inéluctable, ça signifierait que c'est une loi intérieure. Bon, ça irait un peu plus loin. Je pense que dans notre culture, il ne peut pas ne pas y avoir d'émancipation. Ce qui est autre chose, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que l'émancipation appartient à notre culture que l'enracinement ne lui appartient pas aussi. Toute la question est de savoir jusqu'où il faut conserver l'enracinement et jusqu'où on peut accepter l'émancipation. Par exemple, en ce qui concerne le mariage pour tous, je dis mariage pour tous, mariage gay en fait, bon. Il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres cultures et à d'autres époques. Bon, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui n'existent nulle part. Vous voyez? Ça, c'est une chose qui n'a existé nulle part. Il faut bien voir qu'un certain nombre de choses comme ça, comme le mariage gay, ne sont des mesures, des idées que l'on ne trouve qu'entre les mains de ceux qu'il faut appeler les cyniques. Et attention, quand je dis cynique, c'est pas seulement des gens sympas, une école philosophique marrante et tout. Non, c'est pas du tout marrant. Hein. Ce sont des gens qui couchent avec leur mère, mangent leur père, bon, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est une école qui commence par Diogène le cynique, qui continue avec Sade, etc. Bon. Donc là, ce sont des gens qui proposent des choses qui n'ont jamais existé, qui sont absolument contre nature. Donc, si vous voulez, je dirais que, par exemple, la mesure, pour vous donner deux exemples, la mesure du mariage gay et la mesure, je dirais, de l'euthanasie sont deux mesures très différentes. L'euthanasie, ça a toujours existé, sauf dans les sociétés chrétiennes. Vous lisez n'importe quel texte du 1er siècle après Jésus-Christ, vous trouvez des gens qui disent « machin, c'est pas possible, ces gens-là, ils tuent pas les bébés ». Vous voyez? Donc, c'est très différent des mesures qui n'ont jamais existé, sauf entre les mains de quelques fous de passage, et puis des mesures qui ont toujours existé, sauf chez nous. Donc il faut quand même beaucoup regarder tout ça. Il faut essayer de regarder un peu l'histoire.